Hi, everyone. So I'm going to make this introduction in English, and then we'll revert to French with Madame Hidalgo, just so that we can be very subtle on when we're talking about Paris, because I'm pretty sure that many here of you are Parisians as much as I am. And I'm not sure, because you're all very young, if you do recall, but Paris history is very interesting. Back at the end of the 60s, the then Prime Minister, Georges Pompidou, who would become later president, had a vision for Paris. Highways, everywhere, across the Seine, from north to south, one that actually would come down, passing by the Cathédrale Notre-Dame de Paris, and arriving actually by the Hôtel de Ville. Parking lots everywhere, cars everywhere, and that was what they wanted then, at the time. The car was reigning supreme, and it was a sign of modern times, liberty, freedom in our developed world. But it takes, indeed, a leader to shape a vision. And as much as Pompidou became president and was able to promote bizarre, awkward-looking buildings, but very interesting ones with enlightening things in there, Jacques Chirac then actually stopped it. And that was it. We kept the boulevards by the banks, and then the reign of the car started to fade away. We started to cough with asthma. I do. We started to think that actually cutting down trees might be a bad idea. We started to think that we wanted more gardens than less, that Paris actually had to be reshaped according to the times. This is what we need now. And Madame Hidalgo here, the Paris mayor, and I'm very fortunate to have her with us, has already started to imprint a little bit of her vision on Paris. And what we're here to do is to discuss that vision with her. Her predecessor, Bertrand Delanoë, kick-started it a little bit. But definitely what Madame Hidalgo has been able to do is like to be a bit bolder, a bit blunter, perhaps a bit harsher, perhaps a bit too much into your face, if you have a car. Yeah. So it's very controversial, but is it the price to pay? It might not prove popular right now, but in 5-year time, 10-year time, you might have kids. Is it going to be the right thing? Is Mrs. Hidalgo here the person with the right vision for Paris? Well, we're here to find out. She's going to explain everything to us. Madame Hidalgo, merci vraiment beaucoup d'être là avec nous. Et je voudrais qu'on se projette et que vous me décriviez Paris dans 5 ans, dans 10 ans. Est-ce que ça veut dire qu'on a des potagers à la place des boulevards? Est-ce que ça veut dire qu'on a des jardins publics là où c'est possible, partout? Est-ce qu'on va faire aussi des potagers dans les anciens parkings? J'ai vu que ça commençait un tout petit peu, mais est-ce que c'est ce qui doit être fait? Est-ce que, comme en Californie maintenant, il faudra des panneaux solaires partout? C'est la fin des toits en zinc? Je ne sais pas, vous allez me le dire, je vous en prie, madame. Merci. D'abord, merci pour cette présentation. Merci et bienvenue à toutes et tous. C'est vrai que le tournant pris par Paris dans les années 60-70 était vraiment le tournant de la ville organisée autour de la voiture à un moment, c'est-à-dire au moment où arrive le premier choc pétrolier, 73, les choses se bloquent, puisque bien sûr on s'aperçoit à ce moment-là que peut-être les 30 glorieuses ne seront plus exactement ce qu'elles auraient pu être s'il n'y avait pas eu le choc pétrolier. À ce moment-là, d'autres villes dans d'autres pays prennent tout de suite un autre tournant. Je pense à Amsterdam, qui à la fois pour des raisons liées à la crise énergétique de l'époque, mais aussi pour une vision d'une ville plus pacifiée dans laquelle il y a moins d'accidents de circulation, les autorités d'Amsterdam s'engagent dans une politique dédiée aux déplacements piétons, bien sûr vélo, à un moment où Paris continue quand même à pousser vers la voiture, avec la ville qui doit tourner autour de la voiture. Jacques Chirac arrête ce mouvement, commence à prendre des mesures. D'ailleurs, quand on regarde dans les archives
de la télévision française, on voit des reportages extraordinaires où les critiques que je subis aujourd'hui étaient absolument les mêmes, qui étaient celles qui étaient formulées contre Jacques Chirac, puis contre Bertrand Delanoë après 2001 sur cette bataille qui se joue entre la voiture et les autres usages de la ville. Dès 2001, on s'est engagé résolument vers une politique visant à donner plus de place à des transports propres, transports en commun. On a la chance à Paris d'avoir un des réseaux de métro les plus denses au monde, puisque chaque Parisien est à moins de 10 minutes à pied d'une station de métro. Mais à partir de 2001, Bertrand Delanoë lance la construction de tramways, lance quelques pistes cyclables et met en place des formules alternatives pour pouvoir se déplacer en ville, comme le vélo partagé ou les voitures partagées. Alors, on a des chiffres, hein. Je crois que les Parisiens utilisent beaucoup plus leurs pieds pour se déplacer dans Paris que... En fait, plus que tous les autres moyens de transport. Voilà. Et donc, lorsque, en 2014, j'ai été élue maire, et avec toute mon équipe, Jean-Louis Missika est là, mais vraiment toute mon équipe, on s'est engagé dans une politique plus radicale, disons-le, parce qu'on était quand même en train de perdre un peu de temps, que la pollution est quand même un fléau qu'elle tue. Rien que dans Paris, dans l'enceinte de la ville, 2500 morts par an. Si on prend l'échelle de la métropole, plus de 6000 morts par an à l'échelle de la métropole parisienne. Et donc, on a décidé vraiment de s'attaquer de façon très résolue en offrant des alternatives, c'est-à-dire en proposant aux Parisiens ou aux Franciliens autour de nous de pouvoir se déplacer, puisqu'on sait qu'une ville-monde, une grande ville très active, a besoin, bien sûr, d'une mobilité extrêmement importante et de moyens pour cette mobilité qui soit très large. Mais alors, on est dans une situation intermédiaire, là, parce que ce n'est absolument pas satisfaisant pour l'instant, j'ai l'impression. Bien sûr, ça n'est pas, bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut accélérer. Un des axes, d'ailleurs, de cette mandature, depuis mon élection, a été, notamment sur la question de la mobilité, d'accélérer la création des infrastructures pour le vélo. Parce que, par exemple, si vous prenez Amsterdam, on en a parlé, ou Copenhague, qui est arrivé sur une stratégie pour le vélo un peu après Amsterdam. Copenhague, aujourd'hui, c'est un modèle. Pour moi, c'est le modèle à atteindre, notamment en matière de pistes cyclables. Le vélo est devenu un mode de déplacement sécurisé, puisque ce sont des pistes sécurisées, et qui est un mode de déplacement qui permet à la ville d'avoir une activité économique, d'avoir des déplacements très importants. Donc, nous avons accéléré les infrastructures, notamment en matière de pistes cyclables. C'est difficile parce qu'on est engagé dans un moment où on est encore entre deux, où il y a encore la bataille, je dirais, des anciens et des modernes, de ceux qui pensent que la ville doit tourner uniquement autour des besoins de l'automobile. Ça, je dirais que c'est ceux du monde d'hier, et ceux qui ont compris que la ville de demain, elle doit au contraire être aussi une ville respirable. Et d'ailleurs, ça rejoint très largement l'attractivité de la ville. Aujourd'hui, les grandes villes, les grandes capitales mondiales sont en compétition entre elles, mais aussi dans une compétition qui est très intéressante puisqu'on échange nos bonnes pratiques. Et d'ailleurs, Mike Bloomberg, avec sa fondation, avec le C40, qui est l'organisation que je préside et dans laquelle Mike Bloomberg est extrêmement impliqué, cet échange de bonnes pratiques nous permet d'aller plus vite, d'accélérer. Et toutes les villes vont justement, les grandes villes qui veulent jouer un rôle important sur la planète, vont dans le même sens lorsqu'elles essayent de diminuer la pollution atmosphérique. Donc ça veut dire, pour une ville comme Paris, où l'essentiel de la pollution, la plus grande proportion de la pollution est liée notamment au trafic automobile, ça veut dire réduire le trafic automobile. Et nous sommes donc, sur tous les aspects, mieux utiliser le fleuve pour le fret, pour le transport de voyageurs. Vous avez en ce moment des essais qui sont faits sur la Seine avec le Sea Bubble, qui est le futur taxi volant sur la Seine. On a
bien sûr des essais qui sont faits autour des véhicules autonomes pour pouvoir justement transporter aussi des voyageurs ou des marchandises. Bref, on est engagé dans ce travail-là, ça n'est pas simple parce que pour une raison assez évidente, c'est que les lobbies, et notamment le lobby du diesel, a été très très fort en France et en Europe. Après le Dieselgate, regardez ce qui s'est passé. Aux États-Unis, la justice américaine a condamné ceux qui avaient menti à des peines extrêmement importantes pour rembourser les clients qui avaient été dupés, trompés. C'est plusieurs dizaines de milliards de dollars de pénalités qui ont été infligées. Ici, en Europe, le Dieselgate, ça a donné quoi? Ça a donné la Commission européenne qui, au lieu de dire « bon, on va revenir quand même à des normes qui soient respectueuses de la santé des habitants et de la qualité de l'air », non. La Commission européenne a dit « bon, puisque les constructeurs sont en train de nous dire qu'ils n'arrivent pas à respecter les normes, on va les laisser. » On a multiplié par 2 le droit de polluer pour un certain nombre de constructeurs. Donc on est à un moment de notre histoire française et européenne où le poids des lobbies est encore là, même si je pense que la plupart des constructeurs, et notamment les constructeurs automobiles, ont compris que les marchés de demain seraient des marchés décarbonés et qu'ils travaillent avec nous justement sur ces offres de mobilité et non plus de voitures polluantes. Mais on est un peu au milieu du gué. Il y a les tenants de cet ancien monde carboné fossile qui s'accrochent encore, qui essayent de faire durer encore un peu la peine pour ceux qui respirent cet air pollué. Et nous, les maires des grandes villes, jusque-là, on n'était pas tellement identifiés par les lobbies comme étant des acteurs. En général, ces lobbies allaient plutôt à Bruxelles, dans les parlements nationaux. Vous n'avez pas beaucoup de pouvoir parce en tant que tel, ou... Voilà, parce qu'on n'était pas identifiés, on n'était pas dans leur viseur. Ils ont compris aujourd'hui que les villes, quand elles s'organisent, type le C40, eh bien, en fait, ça représente quoi? 650 millions d'habitants sur la planète, 25% du PIB mondial. Ça veut dire que si les maires des grandes villes, ce qui est le cas aujourd'hui, s'engagent à dire dans nos villes, à horizon de 5 ans, de 6 ans, de 10 ans, il n'y aura plus une voiture diesel qui rentrera, il n'y aura plus de véhicules thermiques qui rentreront. Nous sommes aujourd'hui devenus, par ce travail que nous faisons en commun et cette expression commune que nous avons, nous sommes devenus aussi des prescripteurs d'un marché et du coup nous sommes un peu plus combattus, mais un peu plus écoutés aussi. Alors, si on revient juste à Paris, il y a quand même des difficultés pour vous. Vous l'avez dit, vous n'avez pas forcément tous les pouvoirs que vous pourriez avoir. Et puis, il faut faire accepter cette vision qui est un peu, comme vous dites, radicale. Il faut dépasser des clivages politiques. Ce n'est pas simple. Est-ce que, justement, ce manque de pouvoir relatif vous peine? Et puis, il y a aussi le problème du financement, malgré tout. Et quand vous dites qu'il ne faut plus de véhicules thermiques à l'horizon de 10 ans, qu'est-ce qu'on fait de tous ces quarts de touristes qui rentrent dans Paris qui sont là, on ne peut pas. Le Paris, c'est la ville lumière, c'est la ville monde, c'est la ville qui accueille un nombre incalculable de touristes. Donc, comment est-ce qu'on fait? Alors, est-ce qu'il y a des pouvoirs qui me manquent pour agir? Il y en a un qui est effectivement au cœur de cette démarche vers des véhicules propres ou des modalités de transport non polluantes, c'est effectivement le pouvoir en matière de transport. La particularité de Paris, c'est que ce pouvoir-là, il est entre les mains d'une autre autorité qui s'appelle la région, qu'il faut composer, et c'est normal qu'on compose entre différents territoires, mais qu'aujourd'hui, le débat public n'a pas encore poussé l'autorité régionale à prendre aussi sa responsabilité dans la lutte contre la pollution. Mais je pense que la conscience des citoyens aujourd'hui fait que la région va être obligée d'avancer et d'accompagner ce mouvement parce que les citoyens qui estiment que leur santé est en danger sont en train de saisir les tribunaux et d'essayer d'obtenir des condamnations des responsables politiques qui savent qu'il y a une pollution qui tue et qui n'agiraient pas. Donc c'est malheureusement un peu sous cette contrainte que les choses sont en train d'évoluer.
Mais sinon, ce que nous avons fait, c'est d'abord avec le budget de la ville, avec les moyens qui sont les miens et les moyens juridiques, nous avons développé un certain nombre d'aides, des aides financières. On aime bien les chiffres. Écoutez, on est plus de 40 aides qui vont, pour vous donner un détail de l'aide. Par exemple, si vous êtes un particulier, vous avez une voiture à essence, vous en avez besoin pour votre travail, mais vous voulez passer à, par exemple, un véhicule électrique, l'aide peut aller jusqu'à 6 000 € par personne. Nous avons des aides pour les commerçants qui peuvent aller jusqu'à 9 000 € si un commerçant, d'ailleurs pas uniquement parisien, c'est-à-dire qu'il travaille à Paris, même s'il habite autour, peut effectivement obtenir cette aide qui va jusqu'à 9 000 € qui lui permet de changer de véhicule. Nous avons mis en place aussi des aides, par exemple, pour des personnes qui nous disent « Moi, je veux abandonner ma voiture, mais j'ai besoin qu'on m'accompagne, soit avec un abonnement pour Autolib, soit avec un pass me permettant de circuler en transport. » Et nous accompagnons aussi ce passage de la voiture personnelle vers des modes de transport. Mais vous le dites, ou le vélo. C'est un budget, ça coûte c'est un de l'argent budget, à la c'est ville. plusieurs centaines de millions d'euros chaque année, mais ça, nous sommes prêts à le faire, c'est une priorité. Le budget global sur ma mandature, sur les 6 ans consacrés notamment au transport et à la mobilité, est de environ 1,5 milliard, ce qui est un budget conséquent. Pas mal. Donc, nous avons mis les moyens sur ce sujet-là. Et puis, des incitations. Par exemple, nous offrons une prime qui peut aller jusqu'à 400 € pour quelqu'un qui veut acheter un vélo ou un scooter électrique. Nous offrons la gratuité du stationnement en surface pour les personnes qui ont des véhicules électriques. Bref, un système d'aide quand même très, très développé. Et puis, parce que ça n'est pas suffisant, il faut aussi accompagner des mobilités nouvelles et cette transition énergétique. Et donc, j'ai obtenu que la loi m'autorise à avoir un fonds d'investissement. Donc, nous avons créé un fonds d'investissement pour Paris pour accompagner la transition énergétique. Ce fonds n'est bien sûr pas géré dans le budget de la ville. Il y a eu une levée de fonds. Nous sommes à un peu plus de 100 millions d'euros de levée de fonds aujourd'hui. Et ce fonds doit accompagner des projets. Par exemple, peut-être, je n'en sais rien, je n'ai pas encore les éléments, mais un système de taxi sur la Seine avec le Sea Bubble, si une entreprise propose, peut-être qu'elle pourra être éligible à ce fonds d'investissement qui est un peu plus qu'un fonds d'amorçage et qui permettra de compléter le budget, entre guillemets, de la ville pour soutenir une activité privée de services qui pourra aller soit vers de la mobilité, soit pour la construction écologique ou sur l'énergie aussi, puisque c'est les 3 domaines, mobilité, énergie et construction, qui peuvent être visés par ce fonds. Une mandature, une mandature c'est quand même un peu court, 6 ans. 6 ans, c'est pas beaucoup. Il vous faudrait un petit peu plus de temps, non ? De toute façon, vous savez, la beauté de la démocratie, c'est de faire, d'avancer, d'agir et puis de revenir, bien sûr, devant la population. Un maire a besoin en général de 2 mandats pour arriver quand même à impulser quelque chose. On a parlé mobilité, mais pour améliorer la qualité de l'air, il y a aussi le verdissement de la ville. Et clairement, dans la vision que j'ai pour Paris et que beaucoup de Parisiens partagent, je crois, il y a cette idée effectivement d'adapter notre ville aussi aux évolutions de température, puisqu'on sait qu'on va aller vers des températures très très élevées et que c'est un volet important de l'accord de Paris sur le climat, l'adaptation des villes au changement climatique. Ça passe notamment par des toits cultivés, par des espaces verts partout, par de la reconquête de l'espace public pour les piétons, avec aussi des jardins, le parc des Rives de Seine qui apporte, là où il y avait une autoroute urbaine, un espace de respiration. Bref, ça passe par cela et puis par ce que vous avez évoqué, l'agriculture urbaine. Ce n'est pas anecdotique. On ne vise pas l'autosuffisance alimentaire de Paris,
Mais par exemple, on a reconverti récemment un parking qui était un parking dans le nord de Paris avec beaucoup de problèmes. C'était un parking où les gens n'arrivaient même plus à garer leur voiture parce qu'il y avait beaucoup de problèmes de drogue, de prostitution. Et on a transformé ça en ferme urbaine. Mais maintenant, il y a des endives, c'est ça? Il y a des endives et des champignons. J'ai eu l'occasion de cuisiner les endives. Alors peut-être pour un public anglo-saxon, les endives, ça paraît, je ne sais pas. En tous les cas, le gratin d'endives, c'est très bon. J'en ai fait un avec les endives de ce parking. Bon, voilà. Bah écoutez, là, on n'a plus beaucoup de temps, je suis désolée, j'avais plein de questions à vous poser, notamment sur la problématique des prix de l'immobilier. Avec votre vision, post-Brexit, vous risquez d'attirer pas mal de gens qui viennent de l'autre côté de la Manche. Est-ce que tout cet espace que vous voulez récupérer pour en faire des espaces verts, c'est quand même un peu de l'espace un peu perdu qui pourrait aller à des promoteurs immobiliers qui pourraient se vendre beaucoup plus cher? Est-ce que c'est des décisions que vous êtes prête à prendre ou... Pour moi, très clairement, cette ville doit quand même rester une ville avec des habitants. Le modèle de la ville qui n'est là que pour satisfaire les besoins de puissance des uns et des autres n'est pas ce modèle de ville. Bien sûr qu'il faut que la ville continue à attirer tous les talents, toutes ces élites mondialisées, elles ont leur place ici. Je leur dis, venez, cette ville est la ville pour tous les créateurs, les créatifs. Elle est vraiment faite pour vous. Mais je dis aussi qu'une ville, pour qu'elle soit créative, il ne faut pas qu'elle soit dans l'entre-soi de ceux qui vont bien et qui sont justement cette élite mondialisée. Le jour où on vit entre nous, eh bien, on s'assèche, on s'appauvrit. Et je pense que beaucoup des innovations qui tirent aussi la valeur, le système économique, sont des innovations qui viennent de l'attention qu'on porte peut-être à ceux qui vont moins bien. Toutes les grandes innovations dans le domaine de la médecine sont faites pour essayer de combattre la maladie et ceux qui vont moins bien. Toutes les innovations en matière de mobilité, dont on profite tous aujourd'hui, viennent de l'attention à ceux qui sont, par exemple, en situation de handicap. Donc on a besoin dans une ville d'avoir, bien sûr, ceux qui vont très bien, mais de faire la place à ceux qui vont moins bien. Et donc l'espace, c'est aussi d'avoir pas simplement des logements très très chers où les promoteurs pourraient faire ce qu'ils veulent, mais c'est aussi d'avoir une mixité. Et Paris est une ville dans laquelle, avec une politique de l'habitat que nous avons, qui coûte 3,3 milliards d'euros sur ma mandature pour le logement et le logement social, c'est aussi une volonté d'avoir une ville avec une population mixte, des gens qui vont moins bien, des classes moyennes, et puis les élites mondialisées très créatives dont on a forcément besoin. Et je pense qu'on vit mieux en se mélangeant plutôt que de vivre dans des ghettos et dans l'entre-soi. Okay. Madame le maire, merci énormément pour votre temps. Guys, don't forget to open your cookbooks and to be able to cook chicory, endives, that are coming straight from parking lots in Paris. Thank you very much to Madame Hidalgo for her time with us. Thank you so much.